Vous avez des vieux Game Boy à la maison, dans votre grenier peut-être, eh bien, ils valent peut-être de l'or. On va le découvrir dans un instant dans la séquence Rétro Gaming. De retour dans Médiathèque pour une séquence qui sent bon la nostalgie, qu'on pourrait même dire, hein, avec vous, Kamal Messaoudi, expert pop culture et expert culture geek, puisqu'on va parler de rétro gaming. Qui autour de la table a joué avec un Game Boy ou un tout vieux jeu vidéo? Moi, j'ai déjà joué quand j'étais petite. Un Game Boy? Oui. Un Game Boy, oui. Non, je suis très ennuyeuse, moi. Moi aussi. Pas de télé-réalité, pas de jeu, non? Non, c'est trop dur pour mes nerfs, ça. Vous êtes venu avec plein de petits objets farfelus. Oui, ils m'ont vraiment appartenu. Hein. C'est pas des trucs que j'ai achetés sur Amazon. C'est vraiment à moi quand j'étais petit. Je fais partie des seuls et des rares qui ont gardé certaines choses de leur enfance. Je vous rassure, il y en a quand même plein. D'ailleurs, ils en ont fait un business. Oui, pas de regret du coup. Aujourd'hui. Oui, effectivement. Mais je ne sais pas si vous connaissez peut-être le premier jeu vidéo de l'histoire. Non. Je ne saurais même pas dire de quelle année ça date. Bien, vous avez sûrement vu, en tout cas, vous jouez une fois, c'est Pong. Oui, C'était 2 barres et une balle au milieu. Oui. On le voit notamment dans le film Le Zodiac de David Fincher. Voilà, Robert Downey Jr. qui installe ça comme hypnotisé par le jeu. C'est un jeu qui date de 58, donc on se dit que le jeu vidéo est assez récent, mais c'est quand même 58. Bon, je vous rassure, c'était des oscilloscopes, c'était des ingénieurs de la MIT, et donc ils jouaient à ça entre eux parce qu'ils s'embêtaient, c'était trop compliqué de lancer des satellites dans l'espace, il fallait bien faire des trucs plus cool. Mais peut-être avant de partir de rétro gaming, il serait peut-être bien de mettre un petit peu de contexte avec quelques anecdotes assez sympas sur l'histoire du rétro gaming. Je ne sais pas par exemple si vous connaissez Mario Bros, hein, tout le monde connaît Mario Bros. Moi je pensais que c'était ça le premier jeu. Ben non, il est apparu beaucoup plus tard, mais savez-vous que Mario n'est pas apparu dans Mario, il est apparu dans Donkey Kong, et à la base Mario était un menuisier et non pas un plombier, parce que souvent on pense que c'est un plombier. C'était un menuisier esclavagiste qui fouettait donc le gros singe Donkey Kong. Voilà. Donc, on voit un lourd passé. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, autre anecdote aussi liée à son frère, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Luigi. En fait, Luigi, c'est pas le nom italien auquel on pense, c'est Ruigi, qui en japonais veut dire l'autre. C'est le Poulidor du jeu vidéo, l'éternel second. C'était toujours le petit frère ou la petite sœur qui jouait Luigi, hein, parce qu'en fait, en général, c'était relégué au numéro 2. Et alors l'autre événement très important que les gens ont oublié, c'est qu'il y avait une guerre dans les années 80 et qui a continué dans les années 90. C'était la guerre entre Nintendo et Sega. Bon, je suis plus Nintendo, mais d'autres étaient Sega. J'ai même un ami qui a un tatouage Sega sur le dos, c'est pour vous dire. Il y avait des pubs qui tournaient aux États-Unis, parce qu'en Amérique du Nord, vous savez qu'on peut faire des pubs comparatives, claires, nettes et précis, avec un slogan qui était Sega does what Nintendo don't. Et donc ça, c'est quand même super intéressant de se dire qu'il y a eu cette grosse guerre qui maintenant est un peu plus limitée parce qu'il y a, voilà, à l'heure de la dématérialisation, voilà, il y a encore des marques, mais elles sont moins affirmées, on va dire. Et alors le jeu c'est le Pac-Man, plaisir d'avoir un objet en fait. c'est le côté collectionnite. Hein. Donc voilà, par exemple ici, j'en ai ramené quelques-uns. Voilà, il faut savoir que voilà, cette cartouche a une pile dedans, elle brille, pas dans le noir, pas encore, et ça fait partie de ces objets qui sont considérés de nos jours comme très rares. Ce qui est rare est cher, donc forcément. Et il y a le côté émotionnel qui s'y rajoute. Vous savez, c'est un petit peu comme quand quelqu'un achète une planche de BD, je pense d'Hergé, hein, qui ont des valeurs. En général, ce sont des gens qui ont connu Tintin quand ils étaient petits. Ils ont un certain âge maintenant, un certain pouvoir d'achat. C'est ce qui se passe maintenant avec le rétro gaming, puisque c'est des gens qui ont maintenant 30, 40, 50 ans, et donc qui ont un pouvoir d'achat, et donc qui peuvent se racheter leur enfance quelque part. Et donc ça concerne que ces personnes-là, donc les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas intéressés par les objets un peu collector? Alors ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous avez vu à Noël, ça a explosé, je pense les 2 derniers Noël, ce qu'on appelle les mini NES et les mini SNES, les mini Mega Drive. Ce sont en fait ces modèles-ci qui ont été miniaturisés, dans lesquels on a intégré tous les jeux, parce que bon, à l'époque il fallait quand même intégrer le jeu comme ça, hop, ici, on peut faire un, voilà. Donc il fallait faire tout le rituel de le rentrer dans la... Ah je pense que j'en ai déjà dedans. Voilà, il y en a un dedans. On peut montrer comment ça fonctionne. Voilà, c'est Duck Hunt qui est associé au fusil. Donc la mini NES, elle, en fait les jeux étaient intégrés dedans. Et vous savez, donc dans le jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle les Easter eggs, c'est-à-dire qu'on met des énigmes dans le jeu vidéo. On a vu ça dans Ready Player One. Et bien justement, pour les fans qui aiment bien hacker les mini NES et les mini SNES, il faut savoir que les gens qui ont réussi à rajouter des jeux, parce qu'en fait la mini NES était livrée avec un certain nombre de jeux précis, eh bien il y avait un code que Nintendo avait donné aux gens. Félicitations, tu as réussi à hacker la console. Bravo à toi. Donc, même dans le jeu vidéo, il y a aussi des codes internes. C'est pas trop grave de trafiquer ses propres consoles, etc. Il y a aussi l'avènement de ce qu'on appelle les Raspberry Pi, c'est-à-dire des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs consoles. Sauf que c'est à la limite de la légalité, puisqu'ils vont télécharger des jeux qui existent sur Internet, qu'ils les intègrent dedans. Ils n'ont pas évidemment les licences sur tous les jeux.
Et il y a des jeux qui valent très très cher actuellement. Justement, si on fait des fouilles archéologiques dans son grenier et qu'on retrouve des jeux vidéo qui ont appartenu à nos parents ou même à notre propre adolescence, combien ça vaut? Combien on peut se faire? Alors ça dépend évidemment, c'est toute une question d'offre et de demande, hein, vous savez, donc c'est le principe. Donc par exemple ici, ce boîtier, s'il était en état impeccable, sous blister, c'est-à-dire sous plastique, hein, les geeks adorent tout ce qui est sous plastique, hein, vive l'écologie. Vous savez par exemple que la boîte vaut plus cher que le jeu en lui-même. Parce que la boîte est beaucoup plus rare, parce que c'est du carton, parce que ça s'use, encore une fois, et parce que si vous l'avez en état, vous faites partie des rares dans le monde qui ne l'ont pas saccagé quand vous étiez un enfant. Et évidemment, le côté aussi, Nintendo est malin. Vous savez, donc, on voit ici par exemple Nintendo World Championship. C'était à l'époque des tournois Nintendo qui étaient organisés dans le monde, en général beaucoup plus aux États-Unis, avec des équipes Nintendo labellisées, etc., qui faisaient ces tournois-là. Et donc, cette cartouche a été éditée en exemplaire limité. Vous voyez d'abord qu'il y a des numéros, ici c'est la 260. Et donc, forcément, c'est comme des numéros de série ou des sérigraphies d'Andy Warhol ou autres. Elles sont numérotées, elles sont labellisées. Il y a des faux qui circulent, évidemment. Donc faites attention à ne pas acheter un truc qui est une contrefaçon, parce que ça ne vaut pas grand-chose. J'ai fait mes petites recherches, j'ai 2 exemples à donner. Stadium Events, estimé à 34 000 €, parce qu'il y a seulement 200 exemplaires qui existent un peu partout dans le monde. C'est le plus rare d'Amérique du Nord. Et puis Tetris Mega Drive, 15 000 €, car seulement 10 exemplaires disponibles. Alors quand on voit tout l'engouement qu'il y a autour de ce business, vous l'avez un peu mentionné, est-ce qu'il y a de la contrefaçon, justement? Oui, alors plein, évidemment. Donc, vous savez, déjà, quand on était petit, il y avait des fausses consoles qui tournaient, qui étaient des copies avec des jeux encore plus mauvais. Donc, on se retrouvait un petit peu arnaqué. Ouais, je l'ai acheté pas cher, mais en fait, elle est pourrie, c'était pas le bon. Donc, c'est pas grave. Oui, effectivement, ça existait déjà. Il y avait beaucoup des pays comme, par exemple, Hong Kong, Singapour, etc., à l'époque, qui faisaient ce marché de la contrefaçon. Maintenant, ça s'est généralisé. On en trouve partout. Donc, effectivement, il faut faire attention. Mais maintenant, évidemment, vous savez, il y a de plus en plus d'experts. Donc, si vous faites une brocante, par exemple, en Belgique, vous verrez le matin, si vous vous mettez sur votre comptoir du rétro gaming, vous allez voir que déjà dès 4 heures, il y a des mecs qui vont fouiller dans vos caisses. C'est devenu vraiment une valeur refuge comme le vin, comme je l'ai dit, les bandes dessinées, etc. Donc il commence à y avoir des gens qui connaissent la valeur de ce genre de choses, même s'ils ne sont pas fans. Et c'est là, je pense, où la dérive arrive. Ouais. C'est que ça dépasse les fans. Et du coup, ça devient une espèce de business un peu juteux. Et donc on surfe entre le business et le côté émotionnel, quoi. Oui, en même temps, vous parliez d'écologie, mais moi, ce qui me frappe, c'est que ces appareils fonctionnent encore, après toutes ces années, alors qu'aujourd'hui, un iPhone, après 3 ans, on peut le remplacer. C'est l'obsolescence programmée qui n'existait peut-être pas encore. Non, ça n'existait pas encore. Alors, il faut savoir que, par exemple, celle-ci fonctionne encore. Par exemple, ici, la légende urbaine, il ne faut surtout pas souffler dans sa cartouche, parce qu'on pensait qu'il fallait le faire, parce que ça oxyde. Donc, il y a plein de petits tuyaux aussi, de choses qui vous permettent de savoir qu'il faut... voilà. Et alors, il y a même des gens qui se mettent à refaire des jeux comme s'ils sortaient à l'époque, mais maintenant, avec les graphismes de l'époque. Vous savez, maintenant, si vous vous baladez dans les transports en commun, vous voyez qu'il y a des gens qui jouent sur leur smartphone à des jeux qui ont en fait des graphismes équivalents à ce qui se faisait dans les années 80-90, parce qu'il y a encore cette expérience utilisateur facile, vintage. Maintenant, il y a des jeux qui sont tellement complexes où il faut peut-être des heures et des heures, des centaines d'heures pour pouvoir comprendre, si vous voulez, le fonctionnement de ce jeu-là. Il n'y a plus ce côté enfantin, j'y vais, je fonce, j'y vais. À l'heure du dématérialisé, justement, il n'y a plus le support. Les générations qui ont maintenant, les millennials, comme on les appelle, n'auront pas cette collectionnite aiguë et n'auront pas ce sentiment un petit peu Madeleine de Proust. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est comme bien. L'avenir nous le dira. Voilà. Et comme à chaque fois qu'il y a...